Dans notre monde moderne, la langue de bois n'est pas sans effet sur la langue elle-même. Une langue nouvelle se développe où les mots sont vides et les sigles illusoires ne sauraient être questionnés. C'est la question du dialecte ayant la sensation d'appartenance, favorisant la singularité de l'expression et la subjectivité de la langue, un seul mot, que Adrien va soulever. Adrien, il est étudiant et il est membre du Forum du champ lacanien de la Grèce. À vous la parole. Cool. Marhaba, donc. Bonjour à tous et merci pour cette journée et pour l'invitation. Je commence sans introduire mon propos, plus qu'il ne l'a été fait. L'on échange, or, point n'est nécessaire que quelqu'un n'use de sa voix pour cela, le geste suffirait pour montrer qui, quand, pourquoi, comment et combien. Cependant, parler à voix haute n'est pas de l'ordre de la sublimation comme l'on pourrait l'imaginer. En disant cela, je ne fais que rappeler l'hypothèse linguistique suivante. La voix est une sélection utile à la vie même. Elle sert mieux à l'échange parce qu'elle parcourt une distance. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de bien regarder, de bien voir, au sens pourtant littéral, celui ou celle à qui on s'adresse. Nonobstant, si le geste ou la voix ordonnée, autrement dit les manifestations générées d'un corps, la parole d'un vide maîtrisant une langue, sinon son propre accès au langage, lui restituant la portée de sa division, puisse exemplifier l'hypothèse d'une grammaire universelle, je me réfère évidemment à Chomsky, ne devrait-on pas nous demander si ce qui se présente comme un lapsus, une erreur, un glissement significatif mais dépourvu de sens et donc troué, ne serait pas également généré? Pas d'inconscience en langage, dit-on. Or, pas de langage sans erreur constitutive de chaque être parlant, puisque quand un enfant arrive à parler, je dis arrive parce que justement l'enfant n'apprend pas à parler comme on apprend à écrire, mais il parle tout simplement. Lorsqu'un enfant arrive à parler, l'on a beau essayer, et les psycholinguistes le confirment, à lui apprendre à bien parler en le corrigeant, en lui indiquant ses erreurs, l'enfant, je vous invite à faire l'expérience, insiste et répète l'erreur. Or, si l'on tient ceci pour quelque chose d'acquis, alors ce qui appartient réellement à l'enfant, en tant qu'il est un sujet usant de ses capacités génétiques et de son environnement, serait sa propre erreur, mais qui n'en est que la manifestation, et non pas une erreur, n'est-ce pas, d'un être prenant ses distances, qui opère à l'intérieur d'une aliénation, l'ayant sorti de son incapacité motrice de sa naissance prématurée et inaccomplie. Nous parlons donc aussi de la langue depuis ce matin. Une langue, c'est un dialecte, disent encore une fois les linguistes, et c'est presque devenu un cliché théorique de dire ça. Une langue est un dialecte supporté par une armature. L'on pourrait alors supposer que s'il n'avait pas d'armature, l'on aurait un échange permanent entre dialectes, un échange non pas aguerri et conscient, mais une espèce de jeu identitaire à travers les parlants de cette planète. D'Homère à Joyce, les langues, les dialectes gréco-doriens, gréco-ioniens, etc. Dans le cas du premier, les langues de toutes sortes dans le cas du second. Les dialectes, donc armés ou non, servent à faire avancer la singularité de l'expression, à pousser les barrières du langage, et fondamentalement l'erreur, le néologisme est monnaie courante dans la littérature. Et l'on a même nommé ceci la licence poétique. Y aurait-il donc un master, un doctorat, un postdoc poétique? Est-elle donc la licence poétique réservée aux poètes? Foutaise, puisque tous les mots sont inventés, et non pas uniquement ceux inventés. L'on peut à présent se demander ce qui fait qu'un mot tout à fait inventé, prenons le mot lacané par exemple, qui fait la une des néologismes d'étudiants en psycho, par exemple, donc, puisse être adopté par une communauté. Définissons le mot, le lacané est un dialecte psychanalytique. Ce qui fait que ce mot est acceptable est le fait même de respecter les caractéristiques fondamentales de la grammaire française, et par là même de la grammaire universelle, s'il devait être traduit dans d'autres langues correctement. Voyez, le langage est un instinct, mais ce qui rend possible l'invention d'un mot comme celui-ci est, après tout, la jouissance de cet instinct, de ce potentiel phylogénétique. Il me semble que c'est aussi le cas de certaines phrases toutes faites. Le jeu en vaut la chandelle, par exemple, cela ne veut rien dire, mais l'expression trouve son origine dans les nuits folles des joueurs de cartes qui usaient des chandelles, de bougies, et leur coût fut élevé jusqu'à l'invention de l'électricité. Si le jeu était bon, il en valait la chandelle. La puissance de l'expression perd éventuellement son caractère, perd de son actualité. De même pour les mots, une expression qui perd de sa puissance symbolique, n'est-ce pas ce qu'on appelle en psychanalyse le fordat?
Les langues de bois sont faites d'expressions qui ont perdu leur sens et leur force, et en quelque sorte, il n'y a que des langues de bois. Examinons à présent un moment crucial de l'histoire de la langue grecque moderne, qui je pense pourrait donner à voir ce que je cherche à dire depuis tout à l'heure. Toute une période poétique grecque moderne est marquée par l'usage d'une langue archaïque, pompeuse, lourde, référencée, morte et franchement ennuyante. Et les partisans de cette langue se prêtaient donc aux caprices d'une identité grecque ancienne, grecque courtisane et demandeuse d'une reconnaissance de la part des grandes forces de l'Ouest. Et personne, évidemment, ne lit les travaux de ces poètes à présent, ni les descendants des Européens qui, ayant quelques acquis de grec ancien, parvenaient à le faire à cette époque, ni les descendants du simple peuple grec, de celui qui fait vivre une langue. Les poètes grecs qui sont restés dans l'histoire de la littérature, que l'on lit encore et toujours, sont donc les poètes qui ont parlé simplement, qui ont parlé la langue grecque dans sa synchronie. Et on les lit, même si on ne les comprend pas tout à fait, parce qu'il y a quelque chose de très humain dans leur texte, quelque chose de vivant tout simplement. Quelque chose qui sert toujours et qui est préservé, sélectionné du seul fait d'être utile et simple, et peut-être même en rapport avec un certain trait qui arme chaque différence et chaque subjectivité d'une sensation d'appartenance. Un de ces poètes est sans doute Seferis. Georges Seferis fut poète et diplomate. Il reçut le prix Nobel de littérature dans les années 60. En s'adressant à l'Académie suédoise, qu'il remercie pour avoir honoré la langue grecque de ce geste, il se réfère à Makrianis, un guerrier, un grand guerrier, certes, mais un homme simple, un personnage historique parmi d'autres. Makrianis a appris à lire et à écrire à 30 ans. Il a écrit comme il parlait. Il passe par l'autre sans le savoir, sans faire attention à l'orthographe, et d'une force d'esprit incomparable, il livre sa version de ce qui reste de la révolution grecque. Mon seul souci, c'est la langue, dit-il. Seferis alors retrace l'histoire de ce qu'on appelle la langue grecque avec une métaphore. Ce qui relie le grec au grec ancien, c'est cette longue chaîne des signifiants, son défilement tout au long des âges. Puis vient le dernier passage de son discours, et il reprend le mythe du Sphinx, l'énigme posée à l'Oedipe et sa réponse. L'homme. Seferis conclut sur ces deux phrases. L'homme a détruit le monstre. Nous avons encore beaucoup de monstres à détruire. Je vous laisse sur cela. L'homme, voire la parole, a détruit le monstre. Nous avons encore beaucoup de monstres à détruire.